Bonjour. On pourrait croire que puisque les podcasts sont accessibles en permanence, la notion de rediffusion n'a plus de sens. Je ne le crois pas, car l'abondance de l'offre peut conduire à ce que certains enregistrements passent inaperçus ou en tout cas moins aperçus qu'ils ne le mériteraient. Je vous propose donc tout au long de cet été une série de deuxième vie au cours de laquelle je remettrai en ligne certains des badas de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce bada de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me permet de recevoir pour une deuxième semaine de recevoir Sarah Gursel, traductrice d'un livre assez récemment paru, qui est un livre de Michael Christie qui s'intitule Lorsque le dernier arbre, et puis traductrice de ce romancier américain qui est pour moi un des grandes découvertes de ces 10 ou 15 dernières années. Il s'appelle Philippe Meyer, Nobody's Perfect. Et il a donc publié un premier livre qui s'appelait, en français, on va oublier le titre en français. Un arrière-goût de rouille. Un arrière-goût de rouille, et donc qui ressort dans une traduction un peu reprise par vous et faite par vous, sous son titre anglais, American Rust. Et il avait publié aussi Le Fils, et on attend son troisième roman. Le livre dont je viens de parler de Michael Christie, Lorsque le dernier arbre, donc grosso modo, il s'agit d'un livre qui fait des va-et-vient, un livre politico-policier, écologique, qui fait des va-et-vient entre 2038, période où le contact avec la nature et même avec l'air pur sera réservé aux immenses fortunes, et 1908, personnes où ces immenses fortunes ont pu commencer à se constituer, et notamment à se constituer dans l'exploitation forestière, puisque les arbres et la forêt sont un personnage de ce livre. Un personnage qui a son vocabulaire propre, dont j'imagine que vous n'aviez pas une connaissance très intime quand vous avez commencé à faire cette traduction. Quel effet ça fait, ce caractère particulier du vocabulaire qu'il faut assimiler, et il est très riche. Il y a énormément de mots dont d'ailleurs vous réussissez à rendre l'usage facile pour le lecteur. C'est-à-dire que je l'ai lu sans dictionnaire, sans aller chercher un dendrologue. On comprend très vite qu'il s'agit de quelqu'un qui est un spécialiste des arbres quand on ne le sait pas. Quelle est la particularité de cette technicité des mots en anglais? Alors, c'est toujours... ça, c'est une des grandes joies de la traduction, qu'on est amené à explorer des univers qui ne nous sont pas forcément familiers. Et donc, ce plaisir de la recherche, de la découverte, d'aller explorer un nouveau lexique, c'est quelque chose qui moi, me fait particulièrement plaisir. Et je pense que la plupart de mes collègues, c'est la même chose. Alors, évidemment, ça va dépendre de quoi ils retournent. Dans le cas de Michael Christie, c'était très agréable d'aller fouiller ce vocabulaire des plantes, des arbres, des forêts. Ça l'est un petit peu moins de mon point de vue quand il s'agit de mécanique ou de balistique ou ce genre de choses. J'ai moins de plaisir à aller décortiquer le fonctionnement d'une arme à feu que l'évolution d'un arbre. Mais voilà, c'est personnel. Donc, dans le cas de Michael Christie, j'étais très heureuse de me plonger dans cet univers-là. J'ai malheureusement une mémoire tampon assez limitée, c'est-à-dire que quand je suis dans la traduction du livre, j'explore tout ça, je me fais des listes, et puis je l'oublie assez instantanément quand je passe au livre suivant. C'est très malheureux. Même si les auteurs américains, enfin d'Amérique du Nord, ont un rapport à la faune et à la flore qui est particulièrement développé. Donc, au fil des textes, il y a quand même des noms d'oiseaux et de plantes qui finissent par s'imprimer dans mon esprit. Là, j'ai rencontré un problème particulier qui était un terme de menuiserie.
qui n'a pas d'équivalent en français. Alors, j'ai contacté des écoles d'ébénistes, j'ai parlé à des gens qui travaillaient le bois, j'ai vraiment essayé d'aller chercher à la source la plus pertinente en France, et ce terme n'existait pas. Donc, il a fallu Alors, dites-nous le mot anglais. Alors, c'est le terme clear, donc clair, ou sans défaut. C'est un terme qui ne paraît pas technique, puisque c'est un terme qui appartient au langage courant, mais en ébénisterie anglophone, c'est un terme qui désigne quelque chose de très précis, qui paradoxalement n'a pas d'équivalent en français. En français, on pourra dire que c'est une pièce de bois où il n'y a pas de nœud, où il n'y a pas de défaut, où il n'y a pas de... Mais ça n'est pas exactement le même contexte. Or, Michael Christie utilisait ce terme-là pour le décliner de manière un peu métaphorique. Et voilà, ça a été, en tout cas, j'ai passé pas mal de temps sur cette question où je voulais être certaine de ne pas passer à côté de ce qui aurait été le terme français consacré. À la lecture, on ne s'en rend pas compte de ce petit écueil-là, mais moi, j'y ai consacré beaucoup de temps. Voilà. Et finalement, évidemment, au moment où je vous parle, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il faudra que vos auditeurs aillent lire le livre pour le savoir. Alors, attendez, vous êtes sûr que vous l'avez traduit? Vous ne l'avez pas gardé tel que dans mon souvenir, j'ai lu le livre il y a maintenant une quinzaine de jours, j'ai l'impression que Clear, vous l'avez gardé en italique. Il ne me semble pas, mais je pense que je l'ai explicité, c'est-à-dire que j'ai fait une toute petite périphrase pour pouvoir dire exactement ce que j'avais besoin de dire. Voilà une raison de plus pour aller lire ou relire ce livre. Quand vous avez l'impression d'avoir vraiment trouvé la traduction parfaite, ça n'arrive pas tout le temps. On peut avoir l'impression qu'on a trouvé la bonne traduction, mais la traduction parfaite, la chose où vraiment on a respecté quoi? L'auteur ou le génie de la langue dans laquelle... Enfin, le génie de la langue que vous traduisez ou le génie de la langue vers laquelle vous traduisez? Vous touchez là à l'essence même de la difficulté de l'exercice de traduction. Pour moi, quand on traduit, on essaye de reproduire sur notre lecteur, donc le lecteur francophone, l'effet du texte. Donc, je me dis, qu'est-ce que ce texte produit sur un lecteur anglophone? Et moi, je vais essayer en français de faire en sorte que le texte produise le même effet. Donc, effectivement, je dois avoir... j'utilise la langue française, donc il faut que je fasse appel au génie de la langue française. Mais il y a toujours ce débat de se dire, est-ce que mon rôle n'est pas quand même de laisser traîner une petite trace de l'étranger, parce que c'est quand même intéressant pour le lecteur de se dire que ce texte n'a pas été écrit à l'origine en français et qu'on puisse garder quelque chose de la forme originelle. Alors, c'est un débat permanent et on fait des arbitrages permanents et d'une phrase à l'autre, ça ne va pas être le même arbitrage. L'anglais est une langue qui juxtapose beaucoup. Et quand on lit l'anglais, ça se passe très bien. Si je juxtapose les choses en français, soit ça va donner un effet peut-être un peu trop volontariste du style, parce que le français aime les articulations, le français aime créer une logique de phrases. Et là où l'anglais va juste mettre côte à côte des éléments, et c'est dans la tête du lecteur que la logique va se reconstruire, nous, on explicite toutes ces articulations. Donc, parfois, la question se pose de est-ce que je rentre totalement dans la logique française et que donc je recrée des articulations là où elles n'existent pas dans le texte brut d'origine, ou est-ce que je joue un petit peu quand même sur ces juxtapositions pour faire éprouver quelque chose de alors nouveau. On ne traduit pas de l'anglais depuis avant-hier, donc évidemment que les lecteurs français ont déjà peut-être cette habitude-là, mais en tout cas de faire sentir quelque chose qui relève plus d'une autre logique de langue ou d'une autre logique poétique. Donc c'est toujours un arbitrage entre les deux. On ne peut pas être résolument d'un côté ou de l'autre de ce débat-là. Il m'est arrivé de faire des traductions pour des textes très courts, et il m'est arrivé 2 fois, ou 1 fois et demie, je dirais, d'avoir le sentiment d'avoir trouvé quelque chose qui était ce qu'il fallait trouver, et
même qui rendait plus justice au texte que je traduisais que toutes les autres traductions qui avaient déjà existé. C'est presque une jouissance physique, et je trouve pas d'autre comparaison que celle de quelqu'un, ce n'est pas mon cas, qui serait bricoleur et qui aurait réussi à construire une maquette de bateau qui serait absolument parfaite et dans laquelle, aussi bien à l'œil nu qu'avec des instruments d'observation plus fins, on ne verrait aucun défaut. Et je n'ai jamais oublié cette sensation-là. Il s'agissait une fois d'un texte latin qui dit « sicut nubes quasi naves velotumbre », qui est en général traduit par « comme un nuage, un navire ou une ombre ». Et je dis, ça ne va pas, il faut traduire le sicut, le velut et le quasi. Et j'ai proposé comme un nuage, tel un navire, ainsi qu'une ombre. De manière que les trois conjonctions retrouvent toute la place que je leur trouvais. Et je raconte ça à qui veut l'entendre, même à qui ne veut pas l'entendre, tellement je suis fier d'avoir, une fois dans ma vie, réussi une traduction de 6 mots, très exactement. Je vous comprends parfaitement, l'image de la maquette est très belle, et c'est vrai qu'il arrive qu'on ait ces petites épiphanies de se dire « Ah oui, là, c'est bien ». Mais comme c'est très rare, on les savoure d'autant plus. Alors, il y a une relativité de la traduction. Vous traduisez du théâtre et vous avez donné dans cette conférence un exemple de cette relativité des traductions avec un extrait d'Hamlet à l'acte 3 que je vais lire en anglais, puis dont vous lirez les traductions vous-même, vous les avez sous les yeux, très bien. Donc, en anglais, « He took my father grossly, full of bread, with all his crimes broad blown, as flush as May, and how his audit stands, who knows, save heaven. » 3 traductions, celle de Copeau et Byng, celle de Gide et celle de Bonnefoy. Alors peut-être simplement préciser pour nos auditeurs qu'Hamlet parle à ce moment de l'assassinat de son père et comment son beau-père a tué son père à un moment qu'il juge particulièrement inapropos, puisque... Bon, on va voir les traductions. Donc celle de Copeau et Byng, « Il a surpris mon père en plein travail de la matière, au sortir de la table, dans tout l'épanouissement de ses péchés, comme floraison printanière. Et comment son compte a été réglé, qui le sait, si ce n'est Dieu ?» On va maintenant entendre la traduction de Gide. « Il a soudain saisi mon père, tout repu et dans l'épanouissement quasi printanier de ses fautes. Nul ne sait que le ciel, sur quel pied il peut comparoir. » Et puis enfin la traduction de Bonnefoy. « Il a surpris mon père quand il était impur et rassasié, tous ses péchés en fleurs, dans la pleine sève de mai. Et hormis Dieu, qui sait quel compte il devait rendre ?» On voit bien, comme dans toutes les traductions des pièces de Shakespeare et de beaucoup d'autres pièces anglaises, à quel point les traductions peuvent être différentes. Mais là, comment réagissez-vous ? Comment caractérisez-vous ces 3 différentes traductions et laquelle préférez-vous ? Alors, moi j'ai un amour immense pour les traductions de Bonnefoy, donc je peux vous le dire tout de suite, ma préférée c'est celle de Bonnefoy. C'est un poète qui traduit un poète, donc là, évidemment... il y a quelque chose qui est difficilement atteignable, mais pour moi, Bonnefoy a une simplicité, une évidence qui me transporte. Alors, peut-être que ça ne convient pas à toutes les pièces de Shakespeare, qu'on a parfois besoin du foisonnement baroque qu'il y a dans certains passages shakespeariens, mais dans les moments... pour moi, la puissance des traductions de Bonnefoy dans leur fulgurance, elle me transporte véritablement. La traduction théâtrale, c'est toute traduction subjective, forcément imparfaite et aussi périssable. C'est-à-dire que là où un grand texte ne se flétrit pas, ne meurt pas, une traduction, elle n'a qu'un temps. Et une traduction qui peut être une merveilleuse traduction à l'instant où elle est faite, peut-être que 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, elle sera absolument inaudible. Mais un petit peu de la même manière que le style de jeu des comédiens évolue. C'est-à-dire que Sarah Bernhardt était une immense actrice à l'époque. Aujourd'hui, on trouverait insupportable d'aller voir une pièce interprétée par Sarah Bernhardt telle qu'elle le faisait à l'époque. Ça vaut vraiment pour la traduction et en particulier pour la traduction théâtrale.
Après, une traduction théâtrale, elle peut être là aussi pour servir un projet de mise en scène. Donc, c'est deux démarches très différentes de traduire une pièce dans l'absolu pour la proposer à des metteurs en scène, voilà, pour susciter leur imaginaire et leur désir de la monter. Et c'est autre chose de servir un projet particulier qui peut voilà, avoir un impact, même en termes de rythmique, en termes de choix de métaphores, en termes de transposition. Parce que notamment chez Shakespeare se pose très souvent la question de, bon, il y a certaines références qui sont perdu et a fortiori pour un public français. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les transforme? Est-ce qu'on les actualise? Est-ce que la mise en scène sera une mise en scène ultra contemporaine? Auquel cas, ça sert à rien peut-être de parler de fleurets, mais on pourrait parler de flingues. Enfin, tout est possible. Là, dans ces traductions-là, pour moi, celle de Copeau et Bing est assez laborieuse. Sans doute dans un souci de coller un peu à l'original, d'être très fidèle, mais je la trouve compliquée à comprendre et à dire, voilà. Celle de Gide est assez efficace, mais celle de Bonnefoy, encore une fois, le souffle poétique me semble incomparable. Voilà. Oui, mais le souffle poétique dans la dynamique d'une pièce, c'est pas toujours la chose la plus facile, parce qu'au fond, la poésie est une chose en soi, et ça on s'arrête sur la poésie, alors que dans une pièce, on doit avancer, l'action doit avancer, et dans Hamlet, j'allais dire... Particulièrement. Sarah Gursel, je poursuivrai très volontiers avec vous cette conversation sur les traductions de théâtre, mais j'aimerais en venir à des choses plus matérielles et plus générales. D'abord, il paraît qu'il y a 600 000 traducteurs et traductrices à travers le monde et que ça représente l'équivalent de la population du Monténégro. Je ne sais pas si vous me l'apprenez. Je ne sais pas si cette information vous effraie ou au contraire, si elle vous donne le sentiment que bientôt les traducteurs et les traductrices pèseront le poids qu'il faut. On sait aussi que la France a été un grand pays de traduction et que au début du siècle, elle était le pays le plus traducteur du monde. Elle l'est moins. Et la traduction scientifique aussi a, évolué d'une manière plutôt vers une raréfaction ou en tout cas un appauvrissement vers autre chose. On reste quand même un pays, je crois, qui traduit beaucoup. C'est-à-dire que là, pour le coup, notre accueil de l'étranger est assez généreux, là où il l'est peut-être moins dans d'autres volets de notre société. La France est un pays qui traduit aussi parce que il y a des aides pour ça, parce qu'une traduction, c'est très onéreux. Voilà. Enfin, pour un éditeur, il faut acheter les droits du texte étranger, il faut payer le traducteur ou la traductrice. Ça a un coût assez colossal. Alors, c'est sûr que sur un livre qui a été un best-seller, s'il s'agit de traduire Harry Potter, il n'y a aucun problème. L'éditeur entrera dans ses frais. Sur d'autres textes, la prise de risque est beaucoup plus grande. Et là, c'est vrai que les aides publiques sont très précieuses. Et on a cette chance-là en France que le secteur du livre est aidé, là où dans d'autres pays, il ne l'est pas du tout. J'allais dire, est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres pays dans lesquels ce secteur est aidé, et notamment la traduction? Je ne veux pas vous dire n'importe quoi, donc je passerai. Mais certainement que la France est un des pays les plus généreux en la matière. Oui. Vous traduisez de l'anglais vers le français. Vers le français de France ou vers le français international? Est-ce que vous avez eu, par exemple, je prends les Québécois parce qu'ils sont proches des États-Unis, ou encore plus de Michael Christie, que vous avez traduit. Est-ce que vous avez eu des remarques, des suggestions, des représentations à propos de votre traduction dans des pays francophones qui ne soient pas la France, qui ne sont pas la France? Alors c'est une question passionnante en fait, que celle de la francophonie, on va dire. Moi, c'est sûr que je traduis dans mon français, donc un français hexagonal, et c'est certain que si ma traduction doit être diffusée au Québec, il va falloir faire attention à un certain nombre de termes. Alors, il y a le fameux gosse. Maintenant, à peu près tout le monde sait qu'en québécois, ça désigne les testicules. Donc, c'est sûr que ça
heurterait l'œil du lecteur dans le contexte. Parfois, les éditeurs font le choix de 2 traductions différentes. Certains livres vont être traduits au Québec et puis seront ensuite peut-être adaptés pour la France. Parfois, c'est dans l'autre sens. En théâtre, ce sont 2 traductions différentes. Là, il y aura vraiment 2 traductions totalement différentes par 2 traducteurs différents parce que si on est dans une langue très quotidienne, ça n'aurait aucun sens en fait. Même si on se comprend très bien avec nos cousins québécois, ça reste aujourd'hui vraiment enfin, il y a on ne parle pas la même langue au quotidien, en tout cas pas les mêmes mots, les mêmes ressorts. Donc il faut 2 traductions. Je ne sais pas si vous connaissez la traduction que Michel Tremblay avait fait en joual de Shakespeare, et notamment la traduction de La Tempête, qui était tout à fait dans le joual étant ce qu'il faut dire un argot, c'est pas tout à fait sur la langue populaire québécoise. On dit joual parce que c'était la prononciation, pardon, de cheval. L'exemple de la traduction de Michel Tremblay est tout à fait étonnant. Mais j'en reviens à la matérialité, à des questions triviales, mais est-ce qu'on vit de sa traduction? C'est-à-dire que le renseignement que j'ai pu glaner montre que il y aurait une baisse de la rémunération des traducteurs, parce qu'il y a de plus en plus de traducteurs qui arriveraient sur le marché, qu'on est passé, je crois, de 23 € le feuillet à 20 €, et que donc, non, ça vous paraît pas exact? Alors, enfin, si, le contexte est complexe. Je pense que c'est difficile de vivre uniquement de la traduction. Alors, certaines le font avec un rythme de traduction très soutenu. Et je suis très admirative de ça parce que la traduction est un exercice que je trouve, pour ma part, assez asséchant. Moi, je sais que j'ai besoin de faire des pauses, en fait, entre mes traductions pour retrouver à la fois le goût et puis la disponibilité d'esprit et puis une certaine fraîcheur vis-à-vis du texte que je reçois. Mais certaines personnes, voilà, enchaînent les traductions. Donc on peut en vivre parce que la profession s'est structurée assez tôt en France, qu'on a la chance d'avoir l'ATLF, l'Association des traducteurs littéraires de France, qui a fait un travail remarquable. Donc il y a des modèles de contrats, on forme de plus en plus les jeunes traducteurs à être attentifs à ce qu'ils signent, déjà à signer un contrat, à ne pas commencer à traduire sans avoir un contrat avec l'éditeur. Les grandes maisons françaises d'édition sont très respectueuses de ces contrats. Et moi, j'ai commencé avec, parlons chiffres, à 19 € le feuillet. Et aujourd'hui, on est autour de 22, 23. Mais ça va dépendre des maisons, ça va dépendre des textes, ça va dépendre de la difficulté du texte. Et c'est vrai qu'il y a régulièrement des alertes sur des maisons d'édition moins scrupuleuses qui vont proposer du 13 ou 14 € le feuillet. Alors là, je parle de l'anglais, parce que ça va dépendre aussi des langues. Donc il faut être vigilant. Mais je pense que le statut des traducteurs français est un peu meilleur que ceux de leurs voisins. Je sais qu'en Espagne, par exemple, les prix sont catastrophiques et que très peu de gens peuvent vivre de la traduction. Il faut avoir un autre métier à côté, il faut enseigner, enfin, en tout cas avoir au moins une double, sinon une triple casquette pour pouvoir s'en sortir. Ce qui est compliqué, c'est que, enfin, on a eu l'occasion de parler du rapport au temps dans notre premier entretien. Il y a le temps qu'on consacre, voilà, à traduire le texte, mais il va aussi y avoir le moment où on va recevoir les propositions de correction. Donc, il va falloir revenir sur ce texte-là. Plus tard, on va recevoir les épreuves. Il va falloir à nouveau relire tout le texte. Donc, finalement, si on ramenait à un taux horaire le prix du feuillet, ce serait ridicule. Personne ne se dirait je vais faire ce métier-là. Je ne pense pas que ce soit un métier qu'on fasse pour l'argent de toute façon. Mais la question de est-ce que les traducteurs vivent de leur traduction, oui et non. La relecture et la correction sont évidemment en dehors de la rémunération qui est donnée. Là, dans le cas du livre de Michael Christie dont on parle, Lorsque le dernier arbre, c'est 500 pages. Un mot quand même sur le feuillet. Un feuillet, il a une définition juridique. Oui, un feuillet, alors à l'origine, c'est 30 lignes de 60 signes. Voilà.
Après, comme on est passé à des comptages informatiques, certaines maisons préfèrent parler de tranche informatique de 1500 signes, mais ils adapteront parce que la tranche informatique de 1500 signes, en fait, c'est un petit peu moins que le feuillet. Voilà, donc bon, ce sont des considérations techniques, mais c'est important pour les jeunes traducteurs de bien comprendre la différence et de bien veiller à ce que ce soit la bonne rémunération pour le bon type de comptage. Alors, avant de nous séparer, j'aimerais revenir à quelque chose de plus personnel. Vous êtes comédienne, vous êtes traductrice, vous avez traduit du théâtre. Est-ce qu'il y a un auteur anglo-saxon, qui soit canadien, voire même australien, bien que nous soyons fâchés avec les Australiens pour une longue période, britannique, etc., que vous voudriez traduire et faire jouer? En théâtre, je suis particulièrement attachée à l'œuvre de Linda McLean, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, que je co-traduis avec Blandine Pélissier, qui est une œuvre très singulière, à la fois très ancrée dans une réalité sociale et politique, mais une langue extrêmement poétique. Et l'évolution de la langue de Linda est fascinante. C'est quelqu'un qui, quand elle écrit, en fait, elle commence par entendre des voix, en quelque sorte. Elle entend des personnages parler, et c'est ça qui va lui dire l'histoire qu'elle est censée raconter. Il y a un sous-texte colossal dans son œuvre, et c'est une œuvre très délicate. Alors, elle a été peu jouée. Elle a été jouée en France? Ma co-traductrice Blandine Pélissier a monté une des pièces dans laquelle j'ai eu le grand privilège de jouer. Pour moi, j'estime que c'est... Le nom de la pièce? La pièce s'appelle Un jour ou l'autre. Et je pense que le personnage que j'ai interprété, peut-être que de toute ma vie de comédienne, ce sera le plus beau personnage qui m'aura été donné de jouer. Elle a aussi... Stuart Side avait monté Fracture, une très belle pièce également. Mais il y a une œuvre foisonnante qui ne demande qu'à se répandre sur les scènes françaises. Donc j'espère que des auditeurs et auditrices auront la curiosité d'aller lire les textes de Linda. Quittons-nous sur cette espérance que nous secondons, comme on dit en anglais. Merci beaucoup, Sarah Merci Gersel. à vous.